Ce qui m'est arrivé ces derniers mois est tellement dingue que j'essaie encore de tout digérer. Je m'appelle William, j'ai 34 ans. Jusqu'à il y a environ 4 mois, je pensais avoir trouvé ma voie. Je travaille comme chef de projet de construction pour une entreprise commerciale de taille moyenne. Ce n'est pas un boulot technique tape à accent grave-l'œil, mais c'est bien payé. Environ 95 000 $ par an, plus des primes lorsque nous terminons les projets en avance et en deçà du budget. Un revenu stable, digne de la classe moyenne de ma région, et j'en étais fier. Je travaille dans la même entreprise depuis 9 ans. J'ai commencé comme chef d'équipe dès ma sortie du collège communautaire, et j'ai gravi les échelons grâce à ma détermination et à ma compétence. Je ne dis pas ça pour me vanter. C'est juste la vérité. Je suis le genre de personne qui arrive à 5 heures du matin pour coordonner les sous-traitants, arranger les choses avec des clients exigeants qui changent d'avis tous les 2 jours, et faire avancer des projets de plusieurs millions de dollars, même quand tout semble s'écrouler. C'est stressant, mais j'adore ça. Il y a quelque chose d'incroyablement satisfaisant à voir un bâtiment passer des plans à la réalisation, sachant que c'est moi qui ai synchronisé tous les éléments mobiles. Ce travail m'a offert la vie que je souhaitais. J'avais un train de vie confortable, quelques économies et, surtout, j'avais Charlotte. Charlotte, 29 ans, ma femme. Nous étions ensemble depuis 4 ans, mariés depuis 2 ans et demi. Je l'ai rencontrée au barbecue d'un ami. Il avait engagé un traiteur, et elle travaillait comme serveuse à temps partiel. Je me souviens encore du premier instant où je l'ai vue. Elle était absolument magnifique. De longs cheveux noirs, un sourire à couper le souffle. Et cette façon de se tenir qui faisait qu'il était impossible de ne pas y regarder à 2 fois. On aurait dit qu'elle sortait tout droit d'un shooting de mode, même dans son uniforme noir de traiteur. On a discuté ce jour-là. Enfin, j'ai essayé de parler. Elle travaillait et tenait un plateau d'amuse-gueule à la main, mais elle m'a fait plaisir pendant 1 minute. Vous savez, ai-je dit, en essayant d'être charmante. Si tu continues à sourire aux gens comme ça, quelqu'un va tomber amoureux de toi sur le champ. Elle a ri. Heureusement que je suis juste là pour les conseils. Et puis c'était le début. Ce qui m'a vraiment attiré, ce n'était pas seulement son apparence. C'était sa façon de se tenir. Il y avait de l'assurance. Pas de suffisance, mais de l'assurance. Même si elle travaillait au SMIC, elle ne se comportait pas comme si elle était inférieure à qui que ce soit. Elle avait de la présence. Avec le temps, j'ai appris à connaître son histoire. Charlotte n'a pas eu la vie facile. Son père biologique est parti quand elle avait 8 ans. Elle est partie comme ça. Sans prévenir, sans au revoir, rien. Elle m'en a parlé un soir après quelques verres de vin. Sa voix était calme et presque détachée, comme si elle avait répété l'histoire suffisamment de fois pour que ça ne lui fasse plus mal. Il a disparu, a-t-elle dit en baissant les yeux vers ses mains. Un jour, il était là, le lendemain, il avait disparu. Qu'est-ce que ta mère t'a dit, ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Elle disait qu'il ne pouvait pas assumer cette responsabilité, qu'il n'était pas fait pour être père. Sa mère, Sophia, travaillait d'arrache-pied, essayant de joindre les 2 bouts. Plusieurs boulots, des horaires décalés, tout pour joindre les 2 bouts. Charlotte parlait toujours de sa mère avec une sorte de respect épuisé, comme si elle l'admirait, mais elle portait aussi une part de cette lassitude. À 16 ans, sa mère rencontra un homme nommé Henri. Il avait 52 ans à l'époque, un homme discret à l'énergie sereine qui, selon Charlotte, apportait un peu de stabilité à la maison pour une fois. Il devint finalement le beau-père de Charlotte. Henri était homme à tout faire. Enfin, il se qualifiait d'entrepreneur, mais c'était généreux. En réalité, il faisait des petits boulots en ville, réparant des robinets qui fuyaient, repeignant des chambres, changeant de vieux luminaires, des petits travaux qui ne nécessitaient ni permis ni inspection. Et pour être honnête, il n'était pas mauvais dans ce domaine quand il le faisait. Mais c'était là le problème. Il était terriblement peu fiable. Il arrivait en retard, prenait beaucoup plus de temps que prévu, ou pire, laissait les travaux à moitié terminés et cessait de répondre aux appels. La nouvelle s'est répandue. Dans une ville comme la nôtre, on ne peut pas continuer comme ça et espérer un chiffre d'affaires stable. Sophia, la mère de Charlotte, travaillait comme femme de ménage pour des familles riches du nord de la ville. Elle récurait les toilettes, faisait la lessive, lavait les sols en marbre pour des gens qui gagnaient plus en un mois qu'elle en un an. Entre son emploi stable mais épuisant et celui d'Henri, souvent en travaux manuels, il parvenait à se loger, mais de justesse, sans filet de sécurité.
Ils étaient toujours à un chauffe-eau en panne ou à un chèque de paie manqué près du désastre. Quand Charlotte et moi avons commencé à sortir ensemble, elle vivait avec 2 colocataires dans une résidence délabrée où il y avait plus de cafards que de détecteurs de fumée en état de marche. Sa voiture, une Honda Civic argentée cabossée, était à bout de souffle. Elle cliquetait au ralenti et surchauffait toutes les 2 semaines. Elle travaillait comme une folle pour rester à flot. Traiteur le week-end, vendeur dans une boutique de vêtements du centre commercial la semaine, et gardienne de chiens qu'elle trouvait sur des applications desquelles le pouvait. Elle gagnait environ 22 000 $ par an, elle arrivait à peine à joindre les 2 bouts, vivant de paix en paix sans le sou. Je la plaignais sincèrement, sans pitié. J'admirais son dynamisme, mais je voulais l'aider. Alors, j'ai commencé à payer la facture de nos rendez-vous sans même y penser. Si sa voiture tombait en panne, j'appelais mon pote du magasin et je payais les réparations. Quand son bail a pris fin et qu'elle ne supportait plus la colocation, je l'ai aidée à emménager dans un 2 pièces plus agréable, plus proche de chez moi. J'ai même payé la caution. Elle était si gentille, si reconnaissante. Elle me prenait dans ses bras après le dîner, posait sa tête sur ma poitrine et me disait des choses comme « Tu es la première personne qui m'ait jamais rassuré ». Ou parfois, après que je lui achetais quelque chose, juste des petits cadeaux comme un nouveau manteau quand le sien était déchiré ou des courses entre 2 paix, elle disait « Je ne veux plus jamais me soucier de l'argent tout le temps ». Et je la croyais. Je pensais que c'était par amour et soulagement. Je pensais qu'elle m'appréciait, pas seulement ce que je lui donnais, mais qui j'étais. Avec le recul, j'aurais dû voir les signaux d'alarme. Elle n'a jamais voulu me présenter à Sophia et Henri pendant très longtemps. Elle avait toujours une excuse. Leur appartement est en désordre. Ou Henri fait des travaux dans la salle de bain. Il y a de la poussière partout. Ce genre de choses. Ça avait toujours l'air léger, mais je n'insistais pas trop. Je me suis dit qu'elle avait peut-être honte de ses origines. Je respectais ça. Mais finalement, après presque 1 an, nous leur avons rendu visite. C'était une petite maison, encombrée, un peu crasseuse, qui sentait la vieille moquette et la friture, mais pas horrible. Sophia était polie, quoique un peu réservée. Henri, en revanche, était étrange. Il n'arrêtait pas de faire des commentaires désinvoltes sur la chance que Charlotte avait eue de me trouver. Un homme avec un emploi stable et la tête sur les épaules. Voilà ce qu'il faut à une fille, dit-il en me tapant dans le dos plus fort que nécessaire. Et puis, pendant le dîner, un rôti sec et une purée de pommes de terre. Il dit, prends bien soin de ma petite fille. Tu m'entends? Elle mérite ce qu'il y a de mieux. Sophia hocha la tête comme si elle l'avait entendu dire une 12aine de fois. Elle avait traversé assez d'épreuves dans sa vie. Elle ajouta, elle a besoin de quelqu'un qui puisse subvenir à ses besoins correctement. Ça aurait dû être un moment touchant, je suppose. Des parents qui veillent sur leur fille. Mais la façon dont Henri regardait Charlotte en disant cela, son regard un peu trop long, son ton légèrement décalé. Cela me tendit. Je n'arrivais pas à comprendre pourquoi. Il y avait quelque chose de possessif là-dedans. La façon dont Henri parlait, pas la protection d'un père qui veille sur sa fille. Non, c'était autre chose. Il y avait quelque chose d'étrange dans son ton et dans la façon dont son regard s'attardait sur Charlotte. Mais j'ai balayé l'idée. Je me suis dit que j'y pensais peut-être trop. Peut-être était-il juste un vieux de la vieille, trop prudent quant à l'avenir de sa belle-fille. J'ai laissé tomber. Charlotte a quitté tous ses emplois environ 6 mois après notre mariage. Elle m'a fait asseoir un soir pendant que je triais les factures d'un projet qu'on venait de terminer. J'ai réfléchi, a-t-elle dit en se blottissant contre moi sur le canapé. Je veux me concentrer sur la perfection de notre maison. Tu sais, faire en sorte qu'elle soit vraiment comme un chez-soi, pas juste un endroit où l'on dort. J'ai levé les yeux de mon ordinateur portable. Tu es sûr? Enfin, tu bossais genre 3 boulots avant. Tu crois que ça te va aller en restant à la maison? Elle a souri et a passé ses doigts dans mes cheveux, comme elle le faisait toujours pour m'adoucir. Je suis à bout de souffle depuis des années. Bon, j'ai juste envie de souffler un peu, peut-être créer ma propre entreprise. Je pensais à des bijoux faits main ou peut-être à du conseil en médias sociaux. Je pourrais aider les entreprises locales à se lancer en ligne et à développer leur marque. J'ai hoché la tête. Si c'est ce que vous voulez, je vous soutiendrai. Financièrement, on s'en sort bien. Faites ce qui vous rend heureux. Franchement, ça m'a fait du bien de pouvoir dire ça. De pouvoir offrir à ma femme la possibilité de se détendre et de vivre sa passion.
Et avoir quelqu'un pour gérer la maison pendant que je travaillais 60, parfois 70 heures par semaine, oui, ça semblait être un bon échange. Mais la bijouterie n'a jamais décollé. Le conseil en réseaux sociaux n'a même pas dépassé le stade de l'idée. Ce qui a pris son envol, c'est le nouveau passe-temps de Charlotte, dépenser mon argent. Ça a commencé doucement, avec quelques frais supplémentaires ici et là sur notre compte joint, mais ça a vite pris une toute autre dimension. Elle avait des rendez-vous chez le coiffeur dans ce salon chic du centre-ville toutes les 6 semaines, sans faute. 180 $ la séance. Puis est venu le Monty Pétus à 120 $ 2 fois par mois. Elle disait que ça l'aidait à se détendre. Avoir une apparence soignée faisait partie de son désir de se prendre au sérieux maintenant qu'elle se préparait à devenir femme d'affaires. Et puis il y avait les virées shopping au centre commercial. J'ai vérifié mon relevé de carte de crédit et j'ai vu 800 $ par-ci, 600 $ par-là, des marques dont je n'avais jamais entendu parler. Elle a commencé à remplir le dressing de marques de créateurs, de chemisiers en soie, de sacs à main qui coûtaient plus cher que mon loyer mensuel. Il y avait des routines de soins coûteuses, des produits haut de gamme de boutiques de la ville, des crèmes et des sérums au nom français que j'arrivais à prononcer, chaque petit flacon coûtant plus de 100 $, et la salle de sport. Bien sûr, elle devait s'inscrire à la belle salle de sport de l'autre côté de la ville, celle avec des serviettes à l'eucalyptus et des coachs personnels. Pas celle à 5 minutes de la maison. Celle-là, apparemment, était déprimante. Elle y est allée peut-être 5 fois en 6 mois. Au début, je ne me plaignais pas. Vraiment pas. Je me disais qu'elle méritait un peu de réconfort après son enfance difficile. Elle me racontait son enfance dans des vêtements d'occasion, comment elle devait mentir en disant qu'elle était trop occupée pour aller au bal de promo parce qu'elle n'avait pas les moyens de s'acheter une robe. Elle m'a dit que ses souvenirs la faisaient se sentir petite, comme si le monde se fichait de son existence. Je veux juste enfin me sentir stable. Elle m'a dit un soir, après que je l'ai interrogée sur une facture de 400 $ dans une boutique que je ne connaissais pas, « Tu ne comprends pas ce que c'est, William. J'ai vécu de paix en paix pendant des années, sans jamais savoir si j'aurais de quoi payer le loyer ou les courses. Je veux savoir que je peux avoir de belles choses maintenant sans paniquer à chaque fois que je passe ma carte. » J'ai laissé tomber, me disant qu'elle avait juste besoin de temps pour s'adapter à une vie sans soucis. Alors, je faisais des heures supplémentaires dès que possible. J'ai accepté des projets plus ambitieux, ceux qui comportaient des primes. Je continuais à verser mes salaires sur notre compte joint et à lui faire confiance pour gérer la maison. Je pensais faire le bon choix, être un bon mari, subvenir aux besoins de la femme que j'aimais. Je n'avais aucune idée à quel point j'étais manipulé. À quel point ce que je prenais pour de l'amour était une toute autre histoire. Le premier signe que quelque chose n'allait vraiment pas est apparu lorsque la vie sociale de Charlotte a commencé à changer du tout au tout. Pendant les 18 premiers mois de notre mariage, elle quittait rarement la maison, sauf pour faire du shopping ou aller chez le coiffeur. Elle disait qu'elle était trop fatiguée pour sortir, trop épuisée par des années de galère pour survivre. Je suis juste casanière, me disait-elle, levée sur le canapé dans un de ces nouveaux ensembles de détente. N'est-ce pas ce que font les couples mariés de toute façon? Rester à la maison, regarder Netflix, passer du temps ensemble. Et je la croyais. Je me suis dit qu'elle préférait peut-être simplement nos soirées tranquilles ensemble. Elle avait répété plus d'une fois qu'elle n'avait plus vraiment d'amis proches depuis son départ de son ancien quartier. Je n'ai jamais insisté. Je travaillais beaucoup de toute façon, et les moments que nous passions ensemble étaient faciles, agréables. Mais soudain, il y a une dizaine de mois, la vie sociale de Charlotte a explosé. Ça a commencé par des soirées entre filles occasionnelles. Puis c'est devenu 2 soirs par semaine, puis 3, parfois 4. Elle a commencé à dire des choses comme « J'ai juste besoin de faire une pause, d'être enfermée tout le temps. Je suis coincée ici depuis si longtemps. Je deviens folle. » Et ce n'était pas que des dîners ou des verres. C'était des virées shopping, des cafés de 5 heures, des samedis entiers entre filles. Quand je lui demandais avec qui elle traînait, les réponses étaient vagues. Toujours juste assez pour me faire taire. Jamais assez pour que ça ait du sens. Oh, juste des filles de ce cours de yoga que je suivais. Je me souviens avoir cligné des yeux à ce cours. Quand as-tu fait du yoga? Elle se brossait les cheveux dans le miroir. Elle ne m'a même pas regardé. Il y a des mois. Tu as probablement oublié. C'était dans ce joli studio du centre-ville. Je paie toutes nos factures, Charlotte, ai-je dit lentement. Je n'ai jamais vu de frais pour un studio de yoga. Elle a levé les yeux au ciel.
C'était un essai gratuit et j'ai payé comptant pour les cours sans rendez-vous. Sérieusement, pourquoi est-ce important? Ça l'était parce que ça ne collait pas. J'ai essayé d'insister. Et Sarah? Je lui ai demandé un soir, à son retour d'un café avec le traiteur. Je croyais que tu avais dit que vous étiez restés en contact. C'est vrai, a-t-elle dit rapidement en jetant son sac sur la table. Mais elle est super occupée maintenant. Elle a trouvé un nouveau travail, un truc dans le marketing. Je crois que ce sont des amis différents, des façons différentes. Tu sais comment sont les femmes, a-t-elle dit avec un sourire forcé en ouvrant le réfrigérateur. On rencontre des gens partout. On s'entend bien. Cette réponse ne me convenait pas. Et puis il y avait son téléphone. Le téléphone de Charlotte était toujours dans sa main, toujours vibreur, toujours allumé. Si j'entrais dans une pièce, elle tapait furieusement sur son clavier, puis verrouillait l'écran à la seconde où elle me voyait. Quand ça sonnait, elle le regardait avec cette expression nerveuse et excitée, comme une adolescente qui voit le nom de quelqu'un qui lui plaisait apparaître. Puis elle allait dans une autre pièce pour prendre l'appel. Et quand je me trouvais à proximité, si je captais quelques mots, sa voix changeait. Douce, aguicheuse, avec ce rire chuchoté que je ne l'avais jamais entendu utiliser avec moi, encore moins avec sa mère ou ses prétendues nouvelles petites amies. Un jour, je l'ai surprise au moment où elle raccrochait. Qui était-ce? Ai-je demandé, essayant d'avoir l'air désinvolte, même si j'avais déjà l'estomac noué. Juste un drame de fille, a-t-elle dit en agitant la main, visiblement troublée. Rien qui puisse t'intéresser. Tu sais comme les amitiés féminines peuvent être compliquées. Mais non, je l'ignorais, car jusqu'à récemment, Charlotte n'avait jamais eu d'amis proches, et je ne voulais pas être le mari paranoïaque et autoritaire. Je ne voulais pas l'accuser sans preuve. Alors, j'ai ravalé mes doutes et j'ai continué à travailler plus dur, plus longtemps, pour essayer de tout gérer. Pendant ce temps, les dépenses ne cessaient d'augmenter. Les courses de Charlotte avaient toujours été extravagantes. Mais maintenant, elles atteignaient des sommets absurdes. Je consultais nos relevés et je voyais des factures de courses de $600 pour nous deux chaque semaine. Tout bio. De l'eau en bouteille des glaciers ou je ne sais quoi d'absurde. Steak cher, fruits de mer sauvages, fromages importés. J'ouvrais le frigo et voyais tous ces plats raffinés qu'on ne mangeait jamais. Dis donc, ai-je dit un jour en désignant un paquet de coquilles Saint-Jacques sous vide à $50. On ne les préparait pas pour le dîner? Charlotte leva les yeux de son téléphone, à peine intéressée. Je n'ai plus vraiment faim. Tu peux les manger si tu veux. Et voilà. Je rentrais à la maison en m'attendant à un bon dîner après qu'elle m'ait dit qu'elle préparait quelque chose de spécial. À la place, je trouvais des boîtes à emporter, des provisions à moitié vides, et Charlotte, blottie sur le canapé, à feuilleter Instagram. Elle décidait soudain qu'elle n'avait plus faim. C'étaient les $400 facturés dans des boutiques dont je n'avais jamais entendu parler qui commençaient à me ronger. Des endroits comme Silverlinks ou Radiant Bliss, pas vraiment où acheter des produits de base. Je lui demandais, dis donc, c'est quoi ce restaurant? Encore une virée shopping? Elle ne levait même pas les yeux de son téléphone. Oh, elle avait juste pris 2 ou 3 petites choses mignonnes. T'inquiète pas. Sauf que je n'ai jamais vu ces petites choses mignonnes. Elles n'étaient pas dans notre buanderie. Elles n'étaient pas accrochées dans le placard. C'était comme si elle achetait des vêtements pour quelqu'un d'autre. Et puis il y avait les retraits d'argent. 2 cents, parfois $300 tous les 2 ou 3 jours. Pas de reçu, pas de sac, aucune trace de l'argent. Quand j'ai commencé à insister plus directement, elle s'est mise sur la défensive, à retourner la situation contre moi comme si j'étais contrôlante ou paranoïaque d'avoir même posé la question. Je ne suis pas ton employé, William. Elle a craqué un soir quand je l'ai confrontée à propos d'une dépense de $700 dans un magasin appelé Radiant Complexion. Je venais de rentrer, épuisé, trempé de sueur et de poussière de plâtre après une dure journée à gérer un retard de vision. Je me souviens être resté dans la cuisine, tenant mon relevé bancaire à la main. Je demande juste à quoi ça sert, ai-je dit. Ce n'est pas vraiment une course normale. C'est notre argent, dit-elle en croisant les bras. Pas seulement le tien. Je suis ta femme, pas une adolescente qui te demande de l'argent de poche. Notre argent. Celui-là m'est resté, car Charlotte n'avait pas gagné ni déposé un seul dollar sur notre compte depuis plus d'1 an. Chaque centime venait de moi. 50 à 60 heures par semaine au soleil, dans le froid, quel que soit le temps. J'étais là-bas, à gérer des gens, à jongler avec des sous-traitants,
à gérer des millions de dollars pendant qu'elle, assise à la maison, regardait Love Island et feuilletait des blogs beauté. Mais quand je lui ai dit ça, voix haute, quand j'ai osé souligner le déséquilibre, elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit, peut-être que si tu gagnais plus d'argent, je n'aurais pas à me soucier autant des finances. J'ai cligné des yeux. Tu es sérieuse? Elle a haussé les épaules comme si elle affirmait un fait. D'autres maris de mon âge gagnent 6 chiffres. Tu devrais peut-être demander une promotion ou, je ne sais pas, trouver un meilleur travail. Je suis restée là, stupéfaite. Je gagnais déjà 95 000 $ par an, plus des primes de performance. Nous vivions dans une maison entièrement payée, dont j'étais propriétaire grâce à une énorme prime gagnée sur un gros projet il y a 3 ans. Elle conduisait une Honda Civic de 3 ans, achetée comptant après que sa vieille cabossée soit finalement tombée en panne. Nous n'avions aucune dette, aucun prêt immobilier, aucune mensualité de voiture. De quoi se souciait-elle financièrement, mais ce n'était pas seulement l'argent, c'était elle. L'attitude de Charlotte envers moi avait complètement changé. Fini la femme douce et reconnaissante que je rencontrais et qui me disait des choses comme « Tu es la première personne qui m'ait jamais rassuré ». Elle ne me regardait presque plus de la même façon. Maintenant, j'étais juste celui qui payait tout. Un distributeur automatique ambulant. Elle levait les yeux au ciel quand je parlais de mon travail, comme si c'était indigne d'elle de m'écouter. Je ne comprends vraiment pas pourquoi tu te soucies autant de ces bâtiments stupides, a-t-elle dit un soir en faisant défiler TikTok, sans même lever les yeux. Comme si c'était juste du béton et des plaques de plâtre. Tellement ennuyeux. Ou quand je suis rentré un soir après une journée de 12 heures à gérer des permis en retard et un sous-traitant qui avait quitté le chantier en plein montage, complètement épuisé et courbaturé. Elle m'a simplement regardé et m'a dit, « Tu ne fais que travailler et te plaindre d'être fatigué. » J'étais trop épuisé pour discuter. J'ai laissé tomber ma ceinture à outils près de la porte, à l'intérieur. La journée a été difficile, Charlotte. Peut-être que si tu gérais mieux ton temps, a-t-elle marmonné sans même lever les yeux de son téléphone. Tu ne serais pas aussi stressé tout le temps. C'est là que les exigences ont commencé. Pas les demandes. Elle voulait une nouvelle voiture parce que sa Honda était gênante. William, que penseront les gens quand ils me verront conduire ce truc, a-t-elle dit un matin, debout dans l'allée, les bras croisés, fixant la Civic comme si elle l'avait personnellement insultée. Je suis ta femme. Les gens pensent que je suis ton reflet. Et là, j'ai l'air d'une petite cousine fauchée du parc à caravane. Ce n'était pas la première fois qu'elle disait quelque chose comme ça. Cela faisait des mois qu'elle parlait d'une nouvelle voiture. Un SUV de luxe, avec des sièges chauffants et des garnitures en cuir, un modèle synonyme de réussite. Puis ce fut la salle de bain principale. Je n'arrive pas à croire que je doive me doucher dans cette caverne démodée, se plaignit-elle un soir en se brossant les cheveux devant le miroir. Ce n'est pas le genre de salle de bain que la femme d'un homme qui a réussi devrait utiliser. Il faut tout acheter. Sol en marbre, double vasque, une douche à effet pluie. J'ai essayé de lui expliquer que rénover une salle de bain n'était pas donné, même si je pouvais faire une partie du travail moi-même. Elle a fait la moue toute la soirée. Les vacances, c'était autre chose. Tous mes amis postent des photos d'Hawaï et d'Europe, disait-elle en parcourant Instagram, la voix pleine d'envie. C'est gênant que je n'ai jamais été dans un endroit agréable. J'ai grandi pauvre. Je mérite de voir le monde. Tu gagnes bien ta vie, William. On devrait vivre mieux que ça. Je me suis retrouvé à travailler plus longtemps juste pour suivre le rythme. J'acceptais des petits boulots le week-end, des réparations urgentes de CVC, des petites rénovations, du rafistolage de cloisons sèches dans les sous-sols. Tout ce qui payait vite et bien. Je travaillais pendant les vacances, je sautais les soirées jeux avec mes amis, je ratais les dîners d'anniversaire en famille. Et puis, Charlotte pouvait continuer à vivre comme une influenceuse Instagram avec une carte de crédit illimitée. Et je ne voulais pas l'admettre, mais quelque chose en elle aussi avait changé. Elle avait compris. Secret. Son téléphone, autrefois laissé traîner dans la maison sans qu'on y pense, était désormais toujours face cachée, protégé par un mot de passe. Elle sursautait si j'entrais dans la pièce pendant qu'elle envoyait des textos. Je regarde juste des vidéos, disait-elle avec un sourire forcé quand je la remarquais disparaître dans la salle de bain avec son téléphone. Parfois pendant 1 heure. Ça m'aide à me détendre. Elle s'est mise à faire la lessive sans arrêt. Des draps qui n'avaient pas l'air sales. Des vêtements que je ne l'avais même pas vu porter. Toujours à laver quelque chose. Tu n'as pas fait la lessive hier, demandai-je.
Elle haussait les épaules. J'essaie juste de garder le contrôle. Dieu m'interdise de laisser cet endroit se transformer en maison de fraternité. Quand je lui ai proposé de planifier un week-end, juste toutes les deux, même un petit chalet à la montagne, elle avait toujours une excuse prête. J'ai déjà des projets avec les filles, a-t-elle dit un vendredi. On fait une journée au spa. C'est réservé depuis des semaines. Je peux venir avec toi chez tes parents cette fois, ai-je demandé une fois, espérant peut-être reprendre contact ou au moins comprendre ce qu'elle gardait en tête. Ce qu'elle faisait là-bas. Elle m'a regardé comme si je lui avais suggéré d'emmener une troisième roue pour notre lune de miel. J'ai besoin de mon espace et de mon indépendance, a-t-elle rétorqué. Ce n'est pas parce qu'on est marié qu'on doit tout faire ensemble. C'est comme ça que les couples se lassent l'un de l'autre. Indépendance. C'est drôle comme mon salaire finançait chaque dollar de sa soi-disant indépendance. Et puis est arrivé le jour où tout s'est effondré. C'était un mardi de fin septembre. Je devais superviser le coulage du béton d'un nouvel immeuble de bureaux à l'autre bout de la ville, mais le camion est tombé en panne et nous avons dû reporter au lendemain. J'étais déjà debout et habillé, bottes à embout d'acier lacé, casque dans le camion. Mais au lieu de retourner au bureau juste pour remplir quelques rapports, j'ai décidé de rentrer à la maison et de travailler sur les plannings des projets depuis mon bureau. Je suis arrivé dans notre allée vers 13h15, m'attendant à trouver Charlotte en train de faire sa routine habituelle, regardant Netflix sur le canapé, parcourant Instagram ou Amazon, avec peut-être une émission de télé-réalité murmurant en fond sonore pendant qu'elle cochait des onglets de produits de soins de la peau hors de prix. Sa Honda était garée à sa place habituelle. Rien ne semblait déplacé. Mais dès que je suis entré, j'ai senti quelque chose d'anormal. La maison était silencieuse. Pas le calme paisible dont j'avais parfois besoin après une longue journée de travail, mais un silence figé, étrange, qui me donnait la chair de poule. J'ai posé mes clés sur le comptoir et je suis resté là une seconde à écouter. Puis j'ai entendu des voix à l'étage. Au début, j'ai cru qu'elle était en visioconférence. Elle avait pris l'habitude d'appeler des amis ou sa mère l'après-midi, divagant sur haut-parleur tout en sirotant son café glacé. Mais en me dirigeant vers l'escalier, j'ai réalisé que ce n'était pas une conversation à sens unique. Il y avait deux voix. L'une était celle de Charlotte. L'autre était celle d'un homme. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. Je me suis figé au bas de l'escalier, hors de son champ de vision, et j'ai écouté. Elle parlait doucement, riait. Je suis resté là je ne sais même pas combien de temps. J'avais l'impression que mon corps se détachait du temps. Ça aurait pu être 5 minutes, ça aurait pu être 15. Je sais seulement que, à ce moment-là, les conversations s'arrêtèrent et d'autres sons commencèrent. Le rythme inimitable des mouvements, le craquement du lit, des halètements, de légers gémissements. Mon estomac se noua si fort qu'il me sembla se déchirer en deux. Mes mains se mirent à trembler. Ma vision se brouilla. Charlotte, ma femme dans notre lit. J'aurais dû monter là-haut. J'aurais dû ouvrir la porte à la volée et virer ce fils de pute de chez moi. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'y suis pas parvenu. Mon cerveau a été court-circuité. Je ne comprenais pas ce que j'entendais, ce que je savais, ce qui se passait. Alors, je me suis retourné. J'ai remonté le couloir, me suis glissé par la porte d'entrée et me suis assis dans mon pick-up, moteur éteint. Les vitres s'entr'ouvrirent juste assez pour que j'entende le monde continuer sans moi. Je restais assis là, les mains tremblantes sur mes genoux, les yeux rivés sur le tableau de bord comme s'il contenait les réponses. J'avais la gorge serrée. Mon esprit répétait sans cesse les mêmes mots. Ce n'est pas réel. Ce n'est pas en train d'arriver. Ce n'est pas réel. J'ai pensé à appeler des flics, mais pourquoi? Pour adultère? Aucun crime n'était commis. Juste la lente destruction de tout ce que j'avais construit. J'ai pensé appeler quelqu'un. Mon frère peut-être, ou un des gars de la bande. Mais qu'est-ce que j'allais dire? Tiens, devine quoi? Ma femme est là-haut en train de baiser quelqu'un dans notre lit pendant que je reste assis dans l'allée comme un idiot. Non, je ne supportais pas la honte. Je n'arrivais même pas à trouver les mots. J'étais assis là, mijotant dans un cocktail de rage, d'humiliation et d'incrédulité. Puis, au bout d'une heure et quart environ, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir. Je me suis baissé sur mon siège, le cœur battant, jetant un coup d'œil par le bas du pare-brise. Quelqu'un est sorti sur le porche. Je n'ai d'abord vu que son dos. De larges épaules, un portail familier.
Il s'est retourné pour se diriger vers un pick-up gris cabossé garé 2 maisons plus loin. Et lorsqu'il s'est tourné vers moi, j'ai vu son profil, sa barbe clairsemée, sa casquette de baseball miteuse, son visage. J'avais croisé Henri lors de dîners de famille et de barbecues de vacances. J'avais senti la bile me monter à la gorge. C'était Henri. Henri, le beau-père de Charlotte. Le même homme qui m'avait tapé dans le dos et appelé mon fils à notre réception de mariage. Le même qui avait fait des remarques désinvoltes sur la chance qu'avait Charlotte d'avoir trouvé quelqu'un avec un emploi stable. L'homme à tout faire faucher qui n'arrivait pas à garder un client régulier, qui vivait de petits boulots et de réparations au ruban adhésif. Le même Henri à qui j'avais envoyé de l'argent, à qui j'avais apporté mon aide quand Charlotte m'avait dit que ses parents avaient du retard dans le paiement de leur loyer ou avaient du mal à payer leur facture d'électricité. Je l'avais regardé monter dans son camion, la bouche sèche, l'esprit en ébullition. J'avais envoyé de l'argent pour aider la mère de Charlotte et Henri à payer leur loyer et leurs factures. Je suis restée assise dans mon camion pendant encore 2 heures après le départ d'Henri, immobile, sans parler, sans même pleurer, juste paralysée. Je n'arrivais pas à réfléchir clairement. Mon esprit repassait sans cesse les mêmes images, les mêmes sons. Le rire de Charlotte résonnant faiblement à travers le plancher, le craquement de notre cadre de lit, la façon dont Henri avait. Je me suis retourné et suis sorti nonchalamment de chez moi, comme si elle n'avait pas gâché ma vie. Ce n'était pas juste une liaison avec un coach sportif, un collègue ou un ancien amour. C'était son beau-père, l'homme censé la protéger, celui qui aurait dû être une figure paternelle, pas ça. Depuis combien de temps cela durait-il? Était-ce nouveau? Un rebondissement après notre mariage, ou y avait-il quelque chose de grave, entre eux depuis des années? Plus j'y pensais, plus j'avais un goût de bile au fond de la gorge. Était-ce pour ça que Charlotte ne voulait jamais que je l'accompagne quand elle rendait visite à ses parents? Était-ce pour ça qu'Henri semblait toujours un peu trop attentionné envers elle? Comme quand il disait, je dois m'assurer que mes filles soient bien soignées avec ce sourire narquois que je n'ai jamais aimé. J'ai mis ça sur le compte d'une étrange éducation parentale à l'envers. Pas ça. Vers 16 heures, j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir et ses pas légers descendre l'escalier. Elle est entrée dans la cuisine comme si de rien n'était. Salut. Chérie, dit-elle nonchalamment en sortant un sachet d'épinards et un paquet de saumon du réfrigérateur. Tu rentres tôt. Je croyais que tu avais ce truc en béton aujourd'hui. On t'a retardé à demain, dis-je. Ma voix semblait lointaine. Des problèmes de camion creux. Elle fit une grimace compatissante. Burke, c'est nul, mais je suis plutôt contente. Tu m'as manqué aujourd'hui. Puis elle s'est approchée, comme toujours, et m'a embrassé sur la joue, tendrement, comme si nous étions toujours le même couple. J'ai dû me forcer à ne pas reculer. Sa peau, son parfum, sa voix, tout cela me semblait un mensonge maintenant, comme si j'étais touché par une inconnue portant le visage de ma femme. Je suis resté planté là, telle une statue, tandis qu'elle fredonnait et commençait à rincer les légumes dans l'évier. Elle se comportait si normalement, comme si elle n'avait pas couché avec son beau-père dans notre chambre, dans notre lit, comme si c'était un mardi comme les autres. Je n'ai pas dit un mot ce soir-là. Je ne suis pas allé dans ma chambre. J'ai dormi sur le canapé de mon bureau. Je suis resté allongé là, en silence, les yeux grands ouverts. L'image d'Henri descendant ma véranda m'a gravé dans la tête. Et j'ai commencé à planifier. Pas seulement à réfléchir, à planifier. Parce qu'il fallait faire quelque chose, et j'allais m'assurer de bien le faire. Il fallait que je trouve une solution. Ces gens pensaient que j'étais. C'était stupide. C'est ce qui résonnait dans ma tête chaque fois que je la voyais me sourire comme si de rien n'était. Ou chaque fois qu'Henri avait le culot de me serrer la main lors d'un barbecue familial, il pensait que j'étais juste un ouvrier du bâtiment débile, trop occupé à transporter des barres d'armature et à gérer des sous-traitants pour remarquer ce qui se passait dans ma propre maison. Il n'avait aucune idée de la tempête qui les attendait. Les jours suivants furent un enfer. Une véritable guerre psychologique. Je devais rester cool, complètement normal. Sourire quand elle souriait, hocher la tête quand elle parlait, faire comme si je n'avais pas tout vu. Faire comme si je ne mourais pas lentement de l'intérieur. Chaque fois qu'elle me touchait, je devais lutter contre l'envie de sursauter. Chaque fois qu'elle m'embrassait pour me souhaiter bonne nuit, je devais me rappeler de ne pas crier. Mais j'avais besoin de temps. J'avais besoin de preuves. Des preuves solides et irréfutables qui non seulement révéleraient toute l'affaire, mais me protégeraient légalement.
J'ai commencé à surveiller plus attentivement, à vraiment surveiller. Le téléphone de Charlotte sonnait presque aux mêmes heures tous les jours vers 11 heures et puis de nouveau vers 15 heures. Et chaque fois, elle se levait et quittait la pièce en murmurant « Il faut que je prenne ça, ma puce. Je reviens tout de suite. » Elle ne revenait jamais précipitamment. Jamais elle ne semblait troublée ou désolée de s'absenter 20, parfois 30 minutes d'affilée. Elle disparaissait pendant des heures certains jours, prétextant des courses, des virées shopping ou de longs déjeuners avec des amis que je n'avais jamais rencontrés. Mais elle ne rentrait pas avec des sacs de courses ni avec de bonnes histoires à raconter. Juste de vagues allusions à des retrouvailles et des rires du bon vieux temps. Et puis Henri, ce salaud, il a commencé à réapparaître de plus en plus souvent. En milieu de semaine, à midi, j'aperçois son vieux camion de travail rouillé dans notre allée alors que je revenais d'un chantier pour prendre quelque chose que j'avais oublié. C'est arrivé trop souvent pour être une coïncidence. Henri est passé aujourd'hui, disait-elle quand je rentrais après le travail. Il réparait la clôture chez les Johnson et il s'est dit qu'il viendrait me dire bonjour. Sauf que je passais devant chez les Johnson tous les jours. Je savais qu'on ne touchait absolument pas à leur clôture. C'était juste un mensonge de plus, débité avec désinvolture, comme si elle commandait des courses, comme si elle pensait que j'allais l'accepter. Mais le vrai déclic est arrivé jeudi soir. Charlotte s'est couchée tôt, prétextant un mal de tête. J'ai juste besoin de m'allonger, ma puce. Tu sais comment c'est, ces migraines, a-t-elle dit en se massant les tempes et en poussant ce petit gémissement dramatique qu'elle poussait toujours quand elle cherchait de la compassion. Je lui ai dit de se reposer, je l'ai embrassée sur le front et je l'ai regardée remonter le couloir vers notre chambre. J'ai attendu que la porte se referme avec un clic. C'est là que j'ai bougé. Son ordinateur portable était ouvert sur le plan de travail de la cuisine, comme toujours. Elle l'utilisait pour faire ses courses en ligne, sur les réseaux sociaux, sur des tableaux Pinterest remplis de rénovations de salles de bain hors de prix. Elle ne l'a jamais protégé par mot de passe. Elle a dit qu'elle n'avait rien à cacher. Elle m'a fait entièrement confiance. Elle m'a fait confiance. L'ironie m'a presque fait rire aux éclats. Je me suis assise et j'ai ouvert son navigateur. Au début, c'était exactement ce à quoi je m'attendais. Liste de souhaits Amazon, blog de soins de la peau, Instagram. Mais j'ai ensuite remarqué un étrange dossier enfoui au fond de son répertoire professionnel. Rien que ça, c'était bizarre. Charlotte n'avait pas de dossier professionnel. Elle n'avait pas travaillé depuis plus d'1 an. J'ai cliqué dessus. Une invite de mots de passe est apparue. Mon cœur a fait un bond dans ma poitrine. Et juste là, juste au-dessus de la zone de texte, il y avait un indice de mots de passe. Ton souvenir d'enfance préféré. Elle me l'avait déjà raconté. C'était une histoire qu'elle adorait répéter au début de notre relation, comment elle passait des heures assise dans le jardin avec son chat d'enfance blotti sur ses genoux, à lire des livres et à faire comme si le monde n'existait pas. Sa mère l'appelait la reine des chats d'Evergreen Street, et le nom du chat, Muffin. Dans ce dossier, il y avait des centaines de photos et de vidéos. Des centaines. Charlotte et Henri ensemble, nus, riant, se touchant dans des situations sexuelles au lit, sur le canapé, dans la cuisine, sous la douche, et même dans mon bureau, sur ce même bureau où je veillais tard pour établir les budgets des projets et les délais d'obtention des permis, où je griffonnais des plans de chantier et calculais les devis pour être sûr que nous pourrions nous permettre la vie qu'elle exigeait sans cesse. Et ils étaient là, elle penchée sur le bureau où j'avais élaboré le plan de paiement pour le cabinet dentaire de sa mère. Lui, souriant à la caméra comme un héros conquérant, pendant que je coulais du béton sous la pluie. Mes mains se sont mises à trembler si fort que j'ai failli laisser tomber l'ordinateur portable. Je pensais que les images seraient le pire, les visuels. Mais j'avais tort. Le pire est arrivé ensuite. Des messages enregistrés. Des centaines. Ils utilisaient une application de chat crypté dont je n'avais jamais entendu parler. Un truc conçu pour cacher des secrets. Et mon Dieu, ce qu'ils disaient de moi. Henri m'a traité de singe de chantier. Cette phrase précise disait que j'étais trop fatigué et trop stupide pour mes longues journées de travail pour remarquer ce qui se passait sous mon nez. Charlotte, elle m'appelait son distributeur personnel. Elle disait qu'elle pouvait me soutirer de l'argent rien qu'en faisant la moue et en faisant semblant d'être passionnée. William croyait vraiment que je voulais créer une bijouterie. Elle a écrit un message suivi d'une série d'émojis rieurs. Il m'a donné $3000 pour les frais de démarrage le mois dernier. On devrait refaire un week-end dans ce bed and breakfast que tu aimais bien. Son crétin ne le saura jamais.
J'ai porté la main à ma bouche. J'avais envie de vomir. Ce week-end-là, j'ai cru qu'elle rendait visite à son cousin malade à Asheville. C'est là qu'ils sont allés dans un bed and breakfast romantique avec mon argent. De l'argent que j'avais gagné en travaillant 60 semaines pendant que je traînais des poutres d'acier sur un terrain boueux. Elle était dans une suite de luxe avec son foutu beau-père. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Ils ont aussi parlé de Sophia, la femme d'Henry, la mère de Charlotte. Apparemment, elle n'avait aucune idée de ce qui se passait. Aucun soupçon. Elle pensait que les absences fréquentes d'Henry étaient dues à de nouveaux petits boulots. Elle avait même commenté, apparemment fière, qu'il fasse enfin sa part du travail. Maman pense vraiment qu'Henry a plus de boulot ces derniers temps. Charlotte a écrit, si seulement elle savait quel genre de travail il fait vraiment pendant la journée, MDR. Elle était tellement contente quand je lui ai donné ses $500 pour les courses la semaine dernière. Elle a continué dans un autre message. Pauvre femme, elle ignore que ça vient du fond de jouet de son mari. Ils en ont ri à propos de Sophia. Une femme qui nettoyait les toilettes et récurait les sols pour des gens riches afin de subvenir aux besoins de leur famille. Pendant ce temps, son mari passait ses journées à coucher avec sa fille avec l'argent volé au mari de cette fille. La réalité m'a frappé plus fort que tout le reste. J'ai passé le reste de la nuit et la majeure partie de la journée suivante à tout copier, photos, vidéos, messages, relevés financiers. Toutes les preuves montrant comment Charlotte avait systématiquement détourné mon argent pour financer leur liaison répugnante. J'ai tout sauvegardé sur plusieurs clés USB et comptes de stockage cloud. Mes mains tremblaient tout le temps, non pas de peur ou de tristesse, mais de rage pure et dure. Ce n'étaient pas que des tricheurs. C'étaient des prédateurs qui détruisaient ma vie petit à petit en riant dans mon dos. Ils pensaient que j'étais trop bête, trop confiante pour comprendre. Ils allaient bientôt découvrir à quel point ils se trompaient à mon sujet. Au cours des 2 semaines suivantes, je suis devenu obsédé. Chaque détail comptait. J'ai suivi les visites quotidiennes d'Henry chez moi pendant que j'étais au travail, les habitudes de dépenses de Charlotte, où allait vraiment l'argent, et chaque message secret qu'ils échangeaient. J'ai même commencé un tableur pour classer les preuves par ordre chronologique. Un après-midi, j'ai fait part de mes soupçons à mon voisin Jim. Je crois que quelqu'un a trafiqué ma boîte aux lettres, ai-je dit d'un ton désinvolte, espérant ne pas paraître paranoïaque. Jim a hoché la tête. Oui, ma voiture a été cambriolée il y a quelques années, alors j'ai installé des caméras. Tu veux regarder les images des dernières semaines? J'ai sauté sur l'occasion. Regarder les vidéos a confirmé tout ce que je soupçonnais. Le camion cabossé d'Henry s'arrêtait dans mon allée presque tous les jours pendant les heures de travail, généralement vers 10 heures, et partait entre 14 heures et 16 heures. Parfois, il restait là pendant 6 heures, pendant que je me démenais pour gérer les équipes de construction et les problèmes des clients. Jim m'a regardé en pointant l'écran. C'est ton beau-père, non, ai-je dit doucement. Henry, un type sympa. Jim a dit, c'est mignon comme il prend des nouvelles de Charlotte pendant la journée. Une famille qui veille les uns sur les autres, tu sais. Si seulement il savait quel genre de surveillance Henry faisait vraiment sur ma femme. Je n'avais pas fini de fouiller. Grâce aux informations de l'ordinateur portable de Charlotte, j'ai accédé aux informations bancaires d'Henry. Il était imprudent, il utilisait le même mot de passe pour tout. Une erreur stupide. Ce que j'ai trouvé m'a donné envie de hurler. Il déposait les chèques que Charlotte envoyait à ses parents. L'argent censé servir à payer le loyer et les factures était placé sur un compte bancaire séparé, un compte dont Sophia, sa femme, ignorait l'existence. Il contenait plus de 28 000 $. De l'argent qui venait initialement de moi, destiné à contribuer au loyer, aux charges et aux courses. Henry volait sa propre femme tout en utilisant mon argent pour financer sa liaison avec sa belle-fille. Plus j'en découvrais, plus ma colère montait. Ces gens se moquaient de moi depuis des années, abusant de ma confiance et de ma générosité tout en se moquant de moi. Charlotte, se faisant passer pour une épouse aimante tout en me volant et en couchant avec son beau-père. Henry, feignant d'être reconnaissant de mon aide tout en m'insultant dans mon dos et en trahissant sa propre femme. Mais la colère ne suffisait plus. Je voulais la destruction totale. Je voulais leur prendre tout ce à quoi ils tenaient et les laisser sans rien. Charlotte était totalement dépendante de moi financièrement, aucune compétence professionnelle, aucune épargne, aucun moyen de subvenir à ses besoins sans mes revenus. Henry était un homme à tout faire peu fiable, réputé pour son travail bâclé et ses délais manqués. Sophia, sa femme, était la seule à avoir un emploi stable et,
franchement, la seule personne totalement innocente prise dans ce pétrin répugnant. Mon plan commençait à prendre forme petit à petit. J'allais les dénoncer de la manière la plus publique et humiliante possible. Tous leurs proches comprendraient exactement qui ils étaient vraiment. J'allais m'assurer qu'ils perdent tout, leurs relations, leur réputation, leur sécurité financière, leur place dans la communauté. Mais d'abord, je devais me protéger juridiquement et financièrement. J'ai pris rendez-vous avec la meilleure avocate spécialisée en divorce de la ville, Sarah Martinez, une femme connue pour gérer des affaires très conflictuelles d'infidélité et de fraude financière. Lorsque je lui ai montré des échantillons des preuves que j'avais rassemblées, ses yeux se sont écarquillés de plus en plus. C'est incompréhensible, a-t-elle dit en parcourant photos et messages sur mon ordinateur portable. Absolument répugnant. Avec de telles preuves, votre femme n'aura aucun moyen de pression dans une procédure de divorce. Pas de pension alimentaire, pas de réclamation sur des biens auxquels elle n'a pas contribué, pas de juge compréhensif, rien. Le soulagement a commencé à m'envahir, mais je savais que ce n'était que le début. Ensuite, j'ai rencontré mon conseiller financier pour trouver un moyen de protéger mes actifs et mes comptes de retraite des tentatives inévitables de Charlotte de s'accaparer le plus possible lors du divorce. Nous allons changer tous les mots de passe de vos comptes, m'a-t-il dit. Transférez votre argent sur de nouveaux comptes auxquels elle n'a pas accès et mettez en place des virements automatiques vers une banque dont elle ignore l'existence. C'est exactement ce que nous avons fait. Pendant ce temps, Charlotte devenait chaque jour plus exigeante et se sentait plus privilégiée. Elle a décidé que notre cuisine avait besoin d'une rénovation complète, car c'était gênant quand des amis venaient. Cela ne reflétait pas notre réussite en tant que couple. Un après-midi, elle m'a dit, « William, cette vieille cuisine ressemble à un appartement délabré. Il faut la remettre en état. Les gens ne devraient pas voir ça en visite. C'est humiliant. » Elle voulait aussi une voiture neuve. Sa Honda de 3 ans, que j'avais achetée content, était apparemment trop vieille et peu fiable pour quelqu'un qui était marié à un homme dans ma situation. « Je ne peux pas continuer à conduire cette vieille bagnole, s'est-elle plainte un soir en parcourant son compte Instagram. Tout le monde poste des photos avec ses belles voitures. Tu gagnes bien ta vie, William. On devrait vivre comme ça. Et puis sont arrivées les exigences des vacances. Elle a insisté pour un voyage d'1 mois en Europe parce que, selon ses propres termes, elle méritait de voir le monde après avoir tant sacrifié pour notre mariage. Tous mes amis publient des photos de Paris et de Rome, a-t-elle dit un soir, la voix pleine de frustration. C'est humiliant de ne jamais être allé dans un endroit exotique. Nous devrions vivre comme si nous avions réussi, au lieu d'accumuler de l'argent comme si nous étions pauvres, mais vivre comme si nous étions pauvres. Nous sommes propriétaires de notre maison. Charlotte dépensait plus en vêtements et en soins de beauté en 1 mois que la plupart des familles en course. Et elle se plaignait de vivre comme une folle. Mais j'ai joué le jeu à la perfection. Le mari obéissant dont le seul but était de financer son train de vie. J'ai même commencé à demander des devis pour la rénovation de la cuisine et à rechercher des forfaits vacances en Europe. Charlotte était tellement enthousiaste à l'idée de dépenser mon argent qu'elle passait des heures chaque jour à parcourir les tableaux Pinterest et les sites de voyage, à planifier comment elle allait redécorer notre maison et où elle voulait aller avec Henri. Tout cela à mes frais, tout en continuant à coucher avec son beau-père dans notre chambre et à se moquer de moi dans leurs messages secrets. Le dernier élément de mon plan de vengeance concernait Sophia. Je me sentais vraiment mal pour elle. Elle cumulait les emplois de femme de ménage pour subvenir aux besoins d'une famille qui la trahissait de la manière la plus dégoûtante qui soit. Elle méritait de connaître la vérité sur son mari et sa belle-fille. Mais je savais aussi que Sophia était la clé de la destruction totale d'Henri et Charlotte. Sophia venait d'une famille catholique traditionnelle avec des opinions très tranchées sur le mariage et la morale. Elle avait 4 frères qui vivaient tous ensemble. Ils étaient à proximité et protégeaient farouchement leur petite sœur. De toute façon, ils n'avaient jamais beaucoup apprécié Henri. Il était peu fiable et ne pouvait pas subvenir aux besoins de Sophia comme il le pensait. Si les frères de Sophia découvraient ce qu'Henri faisait avec sa belle-fille, eh bien, Henri aurait des problèmes bien plus graves que la perte de son entreprise de bricolage. J'ai choisi le samedi 15 novembre pour la grande révélation. Charlotte avait invité ses parents à dîner pour fêter nos vacances européennes prévues et la rénovation de notre cuisine. Ce qu'elle ignorait, c'est que je préparais une surprise bien différente. Charlotte avait dépensé $600 pour un dîner et des décorations raffinées, rayonnantes d'excitation à l'idée de montrer à sa mère, Sophia, et à son beau-père Henri notre réussite, la vie que nous avions construite ensemble. Si seulement elle savait ce qui allait arriver à son avenir.
Henri est arrivé avec 25 minutes de retard, en sueur malgré le temps frais, les mains tremblantes en nous saluant. L'air était chargé de tension tandis que nous discutions de choses et d'autres de manière gênante pendant près de 40 minutes. Puis je me suis levé et je me suis dirigé vers la table d'appoint où j'avais déposé une épaisse enveloppe en papier craft. Avant le dîner, j'ai dit d'une voix ferme. Je veux partager quelque chose d'important avec tout le monde. J'ai sorti la première photo. Charlotte et Henri s'embrassaient intimement sur le canapé du salon. Le sourire de Sophia s'est évanoui instantanément. Charlotte s'est étouffée et a renversé son verre d'eau, tandis qu'Henri semblait sur le point de vomir. Cette photo avait été prise il y a 8 semaines, un mardi après-midi, alors que j'étais au travail. J'ai dit calmement, en posant d'autres photos sur la table, une par une. Charlotte et Henri dans notre chambre, la cuisine, et même mon bureau. Chaque image était plus accablante que la précédente. Viennent ensuite les relevés bancaires montrant le compte secret d'Henri rempli d'argent volé. Des captures d'écran de leurs messages, m'insultant et riant de la facilité avec laquelle ils me volaient. Une chronologie détaillée prouvant que leur liaison avait duré 18 mois. Sophia fixait les preuves avec incrédulité, son visage passant rapidement de la confusion à la reconnaissance, puis à une rage incandescente. « Vous êtes des monstres dégoûtants et dégoûtants », murmura-t-elle d'une voix tremblante. Charlotte s'est immédiatement mise en mode victime, pleurant hystériquement. « Tu as été émotionnellement violent et négligent », gémit-elle. C'est pourquoi j'ai dû chercher du réconfort auprès d'Henri. Son audace me stupéfia, justifiant sa liaison avec son beau-père en m'accusant de travailler de longues heures pour financer son train de vie dispendieux. Henri balbutia des dénégations, affirmant que les photos étaient fausses et m'accusant d'être jalouse de leur relation père-fille. Mais je n'avais pas fini. J'ouvris mon ordinateur portable et passai des enregistrements vidéo d'eux ensemble. Pas le contenu explicite. À la place, des séquences où il riait de ma stupidité et planifiait comment dépenser mon argent. Le rôle de victime de Charlotte s'effondra lorsque sa propre voix emplit la pièce, me traitant de singe du bâtiment stupide et se vantant de m'avoir manipulé. Les dénégations d'Henri s'éteignirent dès que tout le monde l'entendit me traiter de crédule et dire « Mon Dieu, les ouvriers du bâtiment sont tellement stupides ». La rage de Sophia se transforma soudain de l'angoisse en quelque chose de plus froid et dangereux. Elle attrapa un lourd cendrier en verre et le lança à la tête d'Henri. Elle a disparu de justesse. 24 ans, hurla-t-elle, la voix rauque et tremblante. 24 ans que je me suis démené à nettoyer les toilettes pendant que tu baisais ma fille dans mon dos. Quand Charlotte s'est approchée sans étendre les bras, Sophia l'a giflé si fort que le son a résonné dans la maison. Ne m'appelle plus jamais maman, cracha Sophia, les yeux brillants de fureur. Tu es un sale connard tordu qui a détruit notre famille pour de l'argent. Charlotte recula en titubant, stupéfaite par la voix de Sophia qui transperça la tension comme un couteau. Avant de partir, Sophia assena le coup de grâce. Je vais directement chez mon frère pour tout leur dire, dit-elle d'une voix basse et terriblement sérieuse. Lévi allait être particulièrement intéressé. Henri est devenu tout blanc. Je savais exactement pourquoi. Le frère de Sophia, Lévi, avait fait de la prison ferme pour agression aggravée, et ses 3 autres frères n'étaient pas beaucoup plus amicaux pour protéger leur sœur. Mais j'avais passé 2 semaines à me préparer pour ce moment. J'avais déjà envoyé des preuves à tous ceux qui. Il fallait absolument que je voie ça. Les 2 familles élargies, les anciens collègues et camarades de classe de Charlotte, le réseau professionnel d'Henri et les groupes Facebook de la communauté locale. J'avais contacté le journaliste d'investigation du journal et publié des récits détaillés avec preuves en ligne. Le dimanche matin, tout le monde en ville savait exactement ce qu'ils avaient fait. Le téléphone de Doreric sonnait sans arrêt, des clients annulant des missions. Les comptes de Charlotte sur les réseaux sociaux étaient inondés de commentaires essayants. La chaîne d'information locale a diffusé l'histoire dimanche soir. Aucun nom n'a été mentionné, mais chacun savait exactement qui ils avaient rencontré. La véritable destruction est venue des conséquences financières et juridiques. Sophia a porté plainte pour fraude et usurpation d'identité. Le compte secret d'Henri a été gelé, en attendant l'enquête. J'avais discrètement transféré tout notre argent commun vers des comptes sécurisés portant uniquement mon nom. Les frères de Sophia ont clairement fait comprendre qu'Henri n'était plus le bienvenu ou qu'ils puissent le croiser. En 10 jours, ils se sont tous 2 retrouvés sans abri. Sophia avait légalement expulsé Henri avec l'aide de son frère. Charlotte n'avait pas les moyens de se payer un appartement, pas de travail, pas d'économie, pas de compétences monnayables. Henri ne trouvait pas de travail,
car tous les candidats potentiels étaient à la recherche d'un emploi. Le client savait ce qu'il avait fait. Ils ont fini par vivre dans le camion de travail cabossé d'Henri, se doucher dans les stations-service, manger des menus à $1. Deux personnes qui avaient passé plus d'1 an à se moquer de ma stupidité, réduites à dormir dans une voiture et à mendier pour de l'essence. Après 2 mois sans abri, Charlotte a commencé à appeler de différents numéros, non pas pour des demandes furieuses, non pas pour des menaces, mais pour des supplications désespérées. C'était de la musique à mes oreilles. La voix de William s'était ferme tandis que je me remémorais le moment où leur désespoir m'avait enfin atteint. « S'il te plaît, William. » Charlotte sanglotait au téléphone un soir, la voix brisée. « J'ai fait la plus grosse erreur de ma vie. Je ferai tout ce que tu veux. Signer n'importe quel accord. Suivre une thérapie. Accepter le travail que tu penses que je devrais faire. S'il te plaît, aide-moi. » Puis ce fut le tour d'Henri. Sa voix se brisa comme un enfant implorant pitié. « Fils, j'ai fait une erreur pire que quiconque. Je sais que je ne mérite pas le pardon, mais je ne peux pas regarder Charlotte vivre dans la rue. On peut trouver une solution ? » Le désespoir dans leur voix. C'était absolument magnifique. C'étaient les mêmes. Des gens qui m'avaient traité comme un distributeur automatique ambulant, réduit à mendier comme des chiens affamés. « J'y réfléchirai et je te rappelle, » ai-je dit calmement, avant de raccrocher et de bloquer immédiatement les 2 numéros. Ils ne se sont pas arrêtés là. Appels de différents téléphones, visites inopinées à mon travail, connaissances communes essayant d'intervenir, tous avec le même message. Désespérés, sans abri, affamés et prêts à tout. Mais j'ai ignoré chaque tentative. Sophia, quant à elle, a divorcé d'Henri et a emménagé chez son frère, Lévi, pour reconstruire sa vie. Elle a trouvé un meilleur emploi de responsable de cabinet médical, a commencé une thérapie et a repris son nom de jeune fille. Je lui ai envoyé $2000 en liquide avec un mot. « Je suis désolé que tu te sois retrouvé dans une situation que tu ne méritais pas », elle m'a répondu par un bref merci et l'espoir que je trouverais le bonheur avec quelqu'un qui me mériterait vraiment. Quant à Henri et Charlotte, aux dernières nouvelles, ils étaient toujours sans abri, vivaient toujours dans son camion et s'accrochaient toujours l'un à l'autre parce que personne d'autre ne les attendait. Je n'aurais rien à voir avec l'un ou l'autre. Ils ont coupé tous les ponts et détruit toutes les relations. Parfois, quand je conduis en ville, je guette le pick-up d'Henri garé là où se rassemblent les sans-abri. Je ne les ai pas encore repérés, mais je continue à chercher. Il y a quelque chose de profondément satisfaisant à savoir que quelque part, des gens qui se croyaient bien plus intelligents que moi dorment dans une voiture et mendient de la monnaie. Le meilleur dans tout ça, c'est que j'ai gardé ma maison, mon excellent travail, tout mon argent, et je me suis débarrassé des 2 plus gros parasites qui se soient jamais accrochés à ma vie. Je dors comme un bébé chaque nuit, sachant que justice a été rendue exactement comme elle le devrait. 3 mois après le divorce, j'ai commencé à sortir avec Jennifer, une infirmière aux urgences. Elle a sa propre carrière, son appartement, sa voiture et son compte épargne. Nous partageons les notes de restaurant, et elle ne m'a jamais demandé de payer quoi que ce soit de cher ou d'inutile. C'est incroyable à quel point une relation devient solide et saine lorsqu'elle est fondée sur le respect mutuel plutôt que sur la manipulation financière.